Salut les pingouins! Aujourd'hui je vais vous parler de l'argent que j'ai dépensé en chauffage à la saison dernière. Donc j'ai dépensé 75 € de chauffage pour me chauffer tout l'hiver. Donc ça représente moins de 20 € de chauffage par mois, ce qui est vraiment ridicule. Et en plus, donc j'ai pas fait ça avec un chauffage ultra high-tech qui coûte super cher. J'ai fait ça avec ce petit chauffage là, qui est un chauffage qui est fait pour les salles de bain, un petit chauffage d'appoint pour les salles de bain. Il n'y a rien de plus basique, c'est une résistance et un ventilateur qui souffle de l'air chaud. Et pourtant, j'ai réussi à chauffer très peu alors que c'est un truc électrique et que dans la tête, ce qu'on a souvent, c'est que l'électrique, le chauffage électrique, ça coûte super cher et c'est vraiment pas rentable comme système de chauffage. Et voilà, je vais vous montrer un peu que ça dépend du contexte et notamment dans mon contexte, je peux me chauffer pour vraiment pas cher avec un chauffage électrique. Donc il faut savoir que tout l'hiver, je suis à 19-20 degrés. Là par exemple aujourd'hui, je suis à 20,4. Donc voilà, l'astuce pour pas payer beaucoup de chauffage, c'est pas juste d'être à 13 degrés dans la maison tout le temps. Voilà, moi je suis confortable à 19-20, je suis la plupart du temps en t-shirt, en short quand je suis à l'intérieur de la maison comme aujourd'hui. Donc je suis très bien. Là aujourd'hui par exemple, j'ai pas mis en route le chauffage. Voilà, déjà vous voyez débranché. Et vous voyez aussi là, je suis en train d'aérer depuis 1 heure, donc j'ai une fenêtre d'ouverte. Et pourtant, voilà, je suis à plus de 20 degrés, donc je suis très bien. Et donc, tout ça, c'est possible grâce à plusieurs choses, dont je vais vous parler dans cette vidéo. 3 points moi, qui me paraissent super importants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai une maison qui est relativement petite. Ça correspond à peu près en surface à une maison de 50 mètres carrés. Donc c'est assez petit, mais même si on multiplie par 2 pour avoir l'équivalent d'une maison de 100 mètres carrés, ça reste des tarifs en électricité pour le chauffage qui sont vraiment très très faibles. Et pour ceux qui aiment bien les chiffres, 75 € de chauffage, ça représente à peu près 500 kWh. Et pour ceux qui aiment moins les chiffres, ça représente en énergie à peu près 4 sacs de pellets à bois qu'on pourrait utiliser dans un chauffage. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose du tout. Donc la première chose qui me permet de dépenser si peu en chauffage, c'est le bioclimatisme. Le bioclimatisme, en gros, c'est le fait de prendre en compte l'environnement dès la conception de la maison. Donc dès qu'on va faire les plans, on va dire la maison elle va être dans cet endroit-là. Donc comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'environnement proche autour pour améliorer le confort. Donc ça veut dire baisser les besoins en chauffage l'hiver et baisser les besoins en climatisation l'été. Voilà, comment on évite d'avoir trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Donc il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte dans l'environnement et notamment moi que j'ai beaucoup pris en compte quand on a conçu la maison, c'est les apports du soleil. Il faut savoir que le soleil apporte 1000 watts par mètre carré, donc c'est vraiment pas mal. Et en fait, c'est pas une question d'été ou d'hiver. Le soleil, il a toujours la même puissance, qu'on soit en été ou en hiver. Et s'il fait plus froid l'hiver, c'est pas que le soleil est moins puissant, c'est juste qu'il éclaire moins longtemps la Terre sur une journée. Donc forcément moins le temps de chauffer. Et aussi, on a souvent plus de nuages, donc qui empêchent justement ce rayonnement solaire de venir jusqu'au sol et de réchauffer la Terre. Mais quand il n'y a pas de soleil, quand c'est dégagé, et ça arrive assez souvent en hiver, qu'on ait des belles journées, même pendant plusieurs jours, des belles journées ensoleillées, il fait très froid, mais le soleil est là, et le soleil rayonne toujours à cette même puissance. Et donc ce qu'on peut faire, si on prend en compte le bioclimatisme, c'est d'essayer de récupérer une partie de ces 1000 watts par mètre carré pour chauffer la maison. Et donc une des façons de faire ça, c'est tout simplement de mettre pas mal de fenêtres, de baies vitrées, d'ouvertures, qui laissent rentrer le soleil, qui laissent rentrer la chaleur. Et c'est un peu l'effet de serre ou l'effet qu'on peut avoir dans une voiture qu'on laisse en plein soleil. Ça veut dire que la chaleur elle rentre mais elle sort pas et donc ça réchauffe l'intérieur. Donc moi dans ma maison, toutes les ouvertures quasiment sont au sud. Là vous voyez qu'à l'étage c'est le sud, donc j'ai 3 fenêtres. Et en bas au rez-de-chaussée j'ai une grande baie vitrée et une fenêtre qui me permettent de profiter de ce rayonnement là. Et souvent quand je dis ça, le premier truc qu'on me dit c'est ok c'est cool, l'hiver ça va te chauffer ok, mais par contre l'été tu vas avoir super chaud parce que tout est au sud. Et en fait ça c'est aussi une idée reçue, parce qu'en fait l'hiver le soleil est bas, donc ça rentre profondément par les ouvertures et ça va éclairer et ça va rayonner dans la maison. Mais en fait l'été, comme le soleil est beaucoup plus haut, et finalement les rayons vont pas pénétrer très loin dans la maison et ça va beaucoup moins chauffer. Et au final en été ce qui apporte de la chaleur dans une maison et qui peut être problématique, c'est plutôt les ouvertures à l'est et à l'ouest, parce que c'est le matin et le soir quand le soleil est bas où là toute l'énergie va pouvoir rentrer par ces fenêtres là, parce que comme c'est bas, voilà, il y a vraiment beaucoup de lumière et d'énergie qui va rentrer. Donc ça c'est un des aspects du bioclimatisme, c'est de récupérer les apports naturels du soleil et de placer les ouvertures
sur les bonnes façades pour en profiter un maximum. Mais il y a plein d'autres choses que moi j'ai pas forcément pris en compte, mais qui existent. Par exemple, aussi ça peut être la végétation, ça peut être les vents dominants. Où est-ce qu'on place des arbres pour couper un peu les vents froids qui arrivent? Où est-ce qu'on place des arbres pour que l'été il soit bien feuillu et qu'il fasse de l'ombre à la maison pour éviter la surchauffe? Il y a beaucoup de choses comme ça, c'est super intéressant. Et moi je suis convaincu que c'est un des aspects à prendre en compte dès le début du projet, si on veut faire des économies à la maison sur toute sa durée de vie. Alors un deuxième point qui est assez évident mais qui est plus complexe qu'il paraît, c'est l'isolation. Alors bon, tout le monde sait que plus une maison isolée, moins il faudra de chauffage. Mais en fait souvent on se limite à plus il y a d'isolant, mieux c'est isolé, et voilà, c'est tout. En fait c'est un petit peu plus complexe. Effectivement, généralement plus on va mettre d'isolant, plus la chaleur va mettre longtemps à s'échapper, à traverser toutes ces couches d'isolant pour partir dehors. Donc effectivement, l'isolation permet de moins dépenser en énergie, puisque ça retient un maximum la chaleur à l'intérieur de la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a plein d'isolants différents qui ont des propriétés différentes, et certaines de ces propriétés sont, moi à mon avis personnellement, pas assez prises en compte, et pourtant ont un impact assez important sur les économies de chauffage qu'on peut faire, au-delà de juste l'épaisseur, ou même au-delà de juste la capacité d'isolation thermique de cet isolant. Il y a un des trucs dont je vais vous parler là, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique ou le déphasage. En gros, le principe, c'est de dire qu'un isolant va être capable, donc non seulement de stopper l'évacuation, la déperdition de la chaleur qui s'en vont dehors, mais va aussi stocker une partie de cette chaleur-là. Et donc, si l'isolant est capable de stocker une partie de la chaleur, il est aussi capable de la restituer. Pour faire une analogie, on peut prendre par exemple une bouillotte. Voilà, on va mettre de l'eau chaude à 100 degrés dans une bouillotte, et ensuite pendant par exemple 1 heure, elle va diffuser de la chaleur dans le lit et permettre de se réchauffer. Et ensuite, petit à petit, il va perdre toute l'énergie que l'eau a accumulée pour que la bouillotte elle soit froide, elle soit au même niveau de température que le reste de la pièce. Mais en fait, si on remplace l'eau par d'autres matériaux, et suivant le matériau qu'on va utiliser, peut-être qu'au lieu de durer 1 heure à restituer de la chaleur, il va pouvoir restituer ça pendant 3 ou 4 heures. Donc là, il y aura une meilleure inertie thermique. Et à l'inverse, il y a d'autres matériaux où peut-être que ce matériau-là va garder la chaleur que pendant un quart d'heure. Donc c'est ça l'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à retenir la chaleur et à la rediffuser pendant un certain temps, ou au contraire à pas être capable d'accumuler de la chaleur. Alors pour faire simple, généralement, plus un matériau est lourd, plus il est capable d'accumuler de la chaleur et de la restituer ensuite, et plus un matériau va être léger, moins il va être capable de faire ça. C'est pour ça que par exemple le polystyrène, qui est un isolant qui est très performant en termes de déperdition, parce que même avec des petites couches, vraiment la chaleur va avoir du mal à traverser. Par contre, cet isolant va pas du tout emmagasiner de chaleur. Donc ça veut dire que dès que la chaleur de la pièce va s'en aller, va être partie, on n'aura plus rien dans les matériaux pour rediffuser de la chaleur. Et donc ça peut être vraiment un problème. Par exemple, dans une maison qui serait toute isolée en polystyrène, donc ok, rapidement on met en route le chauffage, et donc rapidement on est bien, il fait chaud, on a la bonne température. Mais par contre, si par exemple on va aérer pendant 5 minutes, tout l'air chaud de la pièce va s'en aller, et quand on va fermer la fenêtre, il faudra remettre le chauffage pour chauffer toute l'air de la pièce, parce que en fait, les murs, le sol, le plafond et tout l'isolant aura quasiment pas accumulé de chaleur, parce que c'est pas un matériau qui accumule de la chaleur. Et donc, ça va nécessiter de remettre en route le chauffage. Alors que si on choisit des matériaux isolants qui ont une bonne capacité de déphasage, une bonne inertie thermique, eh bien, on va ouvrir, on va aérer, tout l'air chaud va partir, on aura de l'air frais dans la maison, trop froid. Mais par contre, cet air froid au contact des murs, au contact du sol, va se réchauffer et va revenir à une température proche de ce qu'on a envie pour être bien, donc autour de 19-20 degrés. Et donc pour la maison, là, ce qu'on avait choisi de mettre, nous, c'est de la laine de bois, qui est un isolant justement qui a cette propriété-là, d'avoir une très bonne inertie thermique. Et je le vois, effectivement, quand je chauffe la maison et que je coupe mon chauffage, ça met très longtemps à redescendre. Si j'aère, si je laisse ouvert, il y a beaucoup d'accumulation dans les murs, et donc dès que je ferme la fenêtre, c'est pareil, la chaleur de l'air va vite être récupérée en allant puiser en fait la chaleur qui est dans les murs, qui est dans l'isolant des murs. Et ça apporte un confort vraiment important, parce que grâce à ça, on va lisser en fait. Si on a, par exemple, isolation que en polystyrène,
Voilà, il fait 10, on met le chauffage, hop, rapidement ça va monter, on va être bien, et par contre, dès qu'on va couper le chauffage, dès qu'il va y avoir une perte parce qu'on ouvre une porte ou autre, hop, la température va descendre. Donc on va remettre en route le chauffage, hop, ça va remonter vite. Et donc on va avoir une grosse oscillation de température haute, température basse, ce qui est vraiment pas agréable. Alors que moi, là, dans ma maison qui a un déphasage thermique qui est assez important, eh ben, quand j'ouvre une fenêtre, ça descend pas tout de suite. Et quand j'allume mon chauffage, ça monte pas tout de suite en flèche, je passe pas de 17 à 21, et du coup j'ai trop chaud et je suis frigorifié à il faut que je mette torse nu pour être bien. Et ça c'est pareil, donc non seulement ça améliore énormément le confort, mais en plus ça limite justement les déclenchements de chauffage trop haut et d'avoir parfois de la température trop haute dans la maison, et après trop basse, et du coup on fait tourner le chauffage à fond pour récupérer, etc. Ça consomme beaucoup plus. Et niveau confort aussi, d'avoir un bon déphasage, ça veut dire que moi là mon petit chauffage j'ai programmé pour tourner de 7h à 22h si la température est en dessous de 19 degrés. Donc à 22h, je suis à peu près à 19 degrés, 19-20 degrés, le chauffage se coupe, et là grâce à l'inertie de la maison en fait, ça va descendre très doucement pendant la nuit, et généralement le matin je suis autour maximum de 18 degrés. Je suis rarement en dessous des 18 degrés après une nuit sans chauffage. Et ça c'est super agréable parce que je suis pas frigorifié dans mon lit. Je peux me lever la nuit pour aller faire pipi sans être gelé. Voilà, il fait 18-19 dans la maison, donc c'est super agréable. Et pareil, le matin pour sortir du lit, c'est pas un calvaire parce qu'il fait chaud dehors en fait. Et j'ai pas besoin non plus de faire démarrer le chauffage 3 heures avant que je me lève pour avoir une température agréable quand je me lève. Donc ça, niveau confort, c'est vraiment génial, et c'est ce que permet le déphasage thermique. Et moi, à mon sens, c'est un truc qu'on prend pas assez en compte quand on choisit les matériaux d'isolation. Souvent, on va prendre en compte le coût évidemment, mais juste le parti coefficient de thermique, mais qui, je pense, c'est pas suffisant, et il y a d'autres paramètres qui seront à prendre en compte, comme le déphasage ou l'inertie. Et ce déphasage-là, on peut aussi l'avoir pas forcément à travers le matériau d'isolation qu'on utilise, mais aussi la façon dont on isole. Par exemple, si on fait une isolation à l'extérieur d'une maison en pierre ou en brique, et même si à l'extérieur on a un matériau assez léger qui a très peu d'inertie, en fait, quand on va chauffer la maison, on va aussi chauffer les murs, du coup, vu qu'ils sont à l'intérieur de l'isolation. Et ces murs-là vont être capables, eux, comme ils sont lourds, d'emmagasiner de la chaleur et de la restituer. Et donc, on va avoir ce truc de déphasage qui est beaucoup plus lisse, une courbe beaucoup plus lisse. Voilà, quand on chauffe, ça monte doucement. Et quand on coupe le chauffage, quand on aère, etc., ça descend doucement, etc., etc., ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus économique. Et enfin, le dernier point qui, moi, me semble vraiment important et qui explique comment je dépense si peu d'argent en chauffage chaque année, c'est au niveau de l'étanchéité à l'air. Alors là, par contre, c'est un peu un débat. Il y a des gens qui trouvent que faire une maison étanche à l'air, c'est pas une bonne idée. L'idée derrière l'étanchéité à l'air, c'est de dire que si on a des petits trous, des petites fuites dans la maison, il y a de l'air chaud qui va s'en aller, parce que voilà, l'air chaud va avoir tendance à partir de la maison, suivre ces petites fuites-là. Et le problème, c'est que si on a de l'air qui part de la maison, il y a un moment, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre dans la maison. Sinon, il y aura plus d'air dans la maison, et voilà, il y a un équilibre des pressions qui doit se faire. Donc, l'air chaud sort, et il y a de l'air froid qui va rentrer par ailleurs. Et du coup, on a une déperdition de chaleur, en fait. On apporte du froid, on enlève du chaud. Et alors, évidemment, comme ça, on se dit c'est un problème. Et donc, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, les normes de construction du bâtiment imposent d'avoir une certaine étanchéité à l'air. Donc, il y a pas mal de solutions pour le faire, et souvent on utilise ce qu'on appelle un frein vapeur, qui est une sorte de bâche qu'on va mettre derrière les murs, derrière l'isolant, pour envelopper tout ça et pour empêcher que on ait des fuites d'air en fait. Voilà, tout simplement, on va rendre étanche la maison grâce à ce matériau-là. Et en fait, on se rend pas compte, mais même si c'est juste des petites fuites, des petits trous, mis bout à bout, en fait, ça fait, ça peut faire par exemple un trou comme ça, et juste un trou comme ça, c'est un peu comme un robinet en fait. Un robinet qui goutte, on se dit, bon, c'est quelques gouttes, c'est pas grave. Mais en fait, comme c'est en continu, comme c'est tout le temps, pendant des heures et des heures d'affilée, pendant des jours, des semaines, et là, ça représente en fait un volume énorme mis bout à bout, toutes ces petites gouttes. Ça fait des litres et des litres d'eau. Et pour la chaleur, c'est pareil. C'est un tout petit peu de chaleur qui fuit, mais en fait, c'est constamment, c'est 24 heures sur 24. Et du coup, au final, ça fait beaucoup de pertes. Donc c'est pour ça que moi je pense que ça vaut le coup de rendre sa maison étanche. Et là où je disais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est parce que y a deux problèmes qui peuvent se poser avec l'étanchéité à l'air. C'est que premièrement, l'air est pas renouvelé en fait. L'air à l'intérieur de la maison. Et en fait on pollue l'air quand on vit dedans parce que on rejette du CO2.
Donc on a de moins en moins d'oxygène à l'intérieur de la maison si on renouvelle pas l'air. Et puis en fait, tout ce qu'on utilise dans la maison peut être plus ou moins polluant. Les peintures des meubles, toutes ces petites choses là, ou même juste quand on fait cuire un truc, il y a forcément un petit peu de gaz et de particules de ce qu'on fait cuire, de l'huile, etc. qui se retrouvent dans l'air. Donc c'est important de renouveler l'air pour avoir un air sain dans la maison. Et donc si on a une maison qui n'est pas étanche, une partie de ce renouvellement de l'air se fait via ces fuites en fait. On a de l'air chaud qui part, mais de l'air chaud avec des petits polluants qui sont dans la maison, qui s'en vont, et de l'air frais dehors qui arrive et qui est plus pur. Mais ça peut être... c'est un problème qui peut être résolu de deux façons. Premièrement, c'est en aérant assez régulièrement. Moi là, c'est ce que je fais. Vous voyez, par exemple, j'aère 1 ou 2 fois par jour, plus ou moins longtemps, suivant la température qu'il fait, suivant je surveille aussi l'humidité de la maison, etc. Mais voilà, j'aère assez souvent et ça marche très bien comme ça. J'atteins pas des niveaux d'humidité qui sont un problème par rapport à mes murs, par rapport à ma maison, par rapport à ma santé. Et en même temps, je renouvelle assez l'air pour qu'il n'y ait pas de problème de trop de manque d'oxygène ou trop de CO2 dans la maison. Et l'autre solution, donc ça c'est une méthode manuelle, donc effectivement il faut penser tous les jours à ouvrir à un certain moment. Et l'autre méthode sinon c'est d'utiliser une VMC, donc qui est juste un système de ventilateur automatique qui va automatiquement prendre de l'air dehors et rejeter une partie de l'air qui est à l'intérieur à l'extérieur. Et là vous vous dites, ça sert à quoi de rendre la maison étanche à l'air si au final on installe un système de VMC qui, avec un moteur, fait fuir de l'air chaud et fait rentrer de l'air frais. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il existe des VMC double flux qui en fait vont récupérer la chaleur de l'air qui est évacué de la maison pour transférer cette énergie, cette chaleur, ces calories-là dans l'air froid qui rentre. Et donc par exemple, si on a l'air froid qui sort à 20 degrés, on va récupérer la chaleur, elle va sortir qu'à 10 degrés, et l'air qui rentre à 0 degrés, on va lui passer ces 10 degrés-là pour qu'elle rentre à 10 degrés. Et donc on va vachement limiter les pertes alors qu'on renouvelle l'air. Voilà, c'est des systèmes qui existent, qui fonctionnent bien, qui ont fait leurs preuves. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un système qui est bien. Moi c'est ce que je vais installer dans la maison, et là j'aère manuellement parce que pour l'instant j'ai pas encore installé ce système de VMC double flux. Et donc l'autre problème que certains reprochent au fait de faire une maison étanche, c'est que l'humidité de la maison peut pas s'évacuer. Donc là c'est un peu comme les polluants et tout ça. Et en fait, si on réfléchit correctement à la conception des murs, on peut faire en sorte que l'air passe pas, mais par contre l'humidité, la vapeur d'eau qui est dans la maison, elle puisse s'échapper. Donc ça c'est pareil, il y a des articles sur le blog, si c'est des sujets qui vous intéressent, j'en parle plus en détail, c'est des trucs un peu techniques, mais voilà. C'est pour vous dire que pour moi, c'est une bonne chose de rendre sa maison étanche, tant que tout le reste autour est bien fait, et qu'on a bien tout pris en compte. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu ce qui, moi je pense, me permet de dépenser si peu en chauffage. C'est des trucs qui sont pas forcément applicables par tout le monde. Par exemple, en rénovation, le bioclimatisme et les ouvertures, c'est pas forcément aussi facile à prendre en compte que dans une maison neuve. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de vous montrer, au bout de 2-3 ans, en fait, qu'est-ce que ça a donné, ce qu'on a fait. Je me rappelle qu'on a fait des vidéos sur l'étanchéité à l'air, où c'était assez galère, parce qu'il y a des endroits où c'est pas si facile que ça d'avoir une enveloppe parfaitement étanche, où on a galéré, mais on voit les résultats. Si ça vous intéresse d'avoir des détails, d'ailleurs, il y a les vidéos sur les sujets de l'isolation, sur les sujets de l'étanchéité à l'air, la perspirance des maisons, etc. Je vous mets plein de liens dans la description. Et voilà, j'espère que ça vous intéressait d'avoir ce petit retour, ce petit recul sur la conception de la maison et le résultat de ce qu'on a passé 3 ans, mais même plus, parce qu'on a fait beaucoup de recherches, imaginées, et fait beaucoup de réflexions autour justement du bioclimatisme. Et je suis aussi super intéressé pour avoir votre avis, savoir vous, combien vous dépensez en chauffage. Où est-ce que vous pensez que votre maison elle pourrait être améliorée? Est-ce que c'est l'isolant qui est pas l'idéal? Est-ce que c'est la conception même de la maison avec les ouvertures et les pièces qui sont mal positionnées? Et puis voilà, savoir un peu combien vous dépensez en chauffage et en fonction de mètres carrés, tout ça, ça m'intéresse, j'adore lire vos commentaires là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous mets donc tous les liens des sujets de mes vidéos et des articles de blog qui reprennent un peu tout ça en description. Et moi je vous dis à bientôt les pingouins!